Oui, bonsoir. Donc, si j'interviens ici ce soir, déjà, je remercie Monsieur Leclerc de la confiance qu'il nous a témoignée. C'est déjà d'une part, en tant que membre de l'association Échange Lorraine-Ukraine, donc, et aussi en tant que citoyen français et ukrainien qui a pu faire un certain nombre de séjours, 6 exactement, en Ukraine entre avril 2001 et juillet 2014. Notamment donc un travail universitaire à l'époque justement dans le cadre de la coopération qui avait été évoquée par l'État entre l'université de Metz et l'université de Tchernivtsi, et d'autre part en tant que membre élu pour intervenir lors d'une université d'été à l'université de Tchernivtsi avec un panel de jeunes enseignants de français des facs d'Ukraine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je connais quand même un certain nombre d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qui viennent à peu près de toutes les régions et villes que parfois j'ai traversées, dans lesquelles j'ai pu séjourner. Je pense notamment à Odessa, parce que c'est aussi sur Odessa que j'étais intervenu devant l'hôtel de ville, à Kiev, Lviv, Tchernivtsi, Mykolaïv, Kherson, que j'ai vu, donc des villes, peut-être des noms que vous entendez, de villes qui sont actuellement sous les bombes. Alors, le format nous impose aussi peut-être de ne pas non plus partir trop dans des détails, et vous imaginez bien que faire un siècle d'histoire de l'Ukraine, ce ne serait pas possible si on voulait être exhaustif. Donc, je vais juste quand même me contenter de revenir sur un certain nombre d'éléments, notamment de cette crise russo-ukrainienne. Parce qu'on soit bien d'accord, la guerre n'a pas commencé le 24 février, elle a commencé déjà bien plus tôt. Elle a commencé en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée, d'une part, et d'autre part avec cette aide financière, militaire, en armes, qui a été apportée à des mouvements plus ou moins manipulés, plus ou moins spontanés, je mets des guillemets quand je dis spontanés, à Donetsk, Luhansk, Kharkiv et Odessa, en sachant que dans ces deux dernières villes, le mouvement séparatiste a échoué, puisque je vous ai raconté aussi, j'avais raconté devant l'hôtel de ville les scènes auxquelles j'avais assisté à Odessa, de triste mémoire, sur lesquelles je reviendrai peut-être plus tard. Mais il me semble aussi important de vous dire, par rapport aux recherches que j'avais déjà faites en 2001, et puis j'avais poursuivi jusqu'en 2006, j'avais quand même vu un certain nombre de choses. Alors, mes recherches portaient notamment sur la vision qui était faite à travers la presse française, notamment les principaux quotidiens nationaux de l'Ukraine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait déjà un certain scepticisme au moment de l'indépendance ukrainienne, déjà par méconnaissance de ce pays, tropisme russe historique, la France a des relations très anciennes et très fortes avec la Russie, notamment avant la Première Guerre mondiale. Et donc, cette indépendance ne faisait pas l'unanimité. Alors, vous savez, quand on entend aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui me mettent en colère, de choses que je peux entendre dans la bouche d'hommes et de femmes politiques, parfois de premier plan, en France, des discours qu'on peut entendre sur ces pauvres Ukrainiens qui sont toujours manipulés dans l'histoire, soit ils ont été par les Polonais, soit maintenant par l'OTAN, les Occidentaux. Ça me fait quand même, ça fait mal au cœur pour mes amis en Ukraine, et puis c'est du déni d'existence, on est dans le déni. Donc, vous savez, à l'indépendance de l'Ukraine, il y avait Giscard d'Estaing qui avait eu cette phrase, qui avait dit que, vous vous rendez compte, l'indépendance de l'Ukraine, c'est comme si on donnait l'indépendance à la région Rhône-Alpes. Donc, vous voyez que ça remonte à quelque chose, c'est très loin, c'est très ancien. George Bush, quand il se rend à Kiev début août 1991, donc là, à ce moment-là, il n'est pas encore question d'indépendance, même s'il y a un mouvement dans la société civile ukrainienne qui pousse vers l'indépendance.
George Bush freine des cas de fer, fait un discours à Kiev. Il a passé 6 heures sur la route de Moscou, c'était une escale. Il devait aller voir Gorbatchev, et puis il a essayé un petit peu de calmer les velléités, ce qu'il pensait des velléités autonomistes, et ce qu'il était un petit peu, puisque le président de l'époque, qui va être le premier président de l'Ukraine indépendante, Leonid Kravchuk, est l'ancien secrétaire à l'idéologie du Parti communiste soviétique, donc c'est pas un indépendantiste de la première heure, il faut bien voir ça. On peut parler, je pense, d'opportunisme politique, et qui va être accéléré par la tentative de putsch raté, peut-être que vous vous souvenez, donc, qui avait commencé le 19 août, qui a duré de 3 jours à Moscou. Et c'est 2 jours exactement, enfin c'est le 21, du 19 au 21 août 1991, et le 24, l'Assemblée ukrainienne, donc la future Rada, proclame l'indépendance de l'Ukraine avec l'organisation d'une élection présidentielle en décembre. Donc ça, c'était, si vous voulez, pour la jeunesse, mais très rapidement, les relations entre l'Ukraine et la Russie vont être conflictuelles. Alors, à quel niveau de mon point de vue? Déjà, un niveau politique. Au niveau politique, il y a depuis 30 ans, je veux dire, ce que vous avez pu entendre des discours de Vladimir Poutine, ce n'est pas neuf. Il y a quand même, dans l'opinion publique russe, chez beaucoup de gens, l'idée que l'Ukraine c'est la Russie et que l'indépendance ne se justifie pas. Ça, ce n'est pas Poutine qui l'a inventé. Alors lui, il est féru d'histoire, il l'a réécrit à son avantage. Il interroge d'ailleurs sur l'écriture qu'on peut faire d'histoire à des fins politiques. Il se fait historien. Visiblement, le Covid a accéléré un petit peu cette tendance en lui, mais il prend quand même un certain nombre d'éléments qu'on pouvait trouver déjà, que je pouvais lire dans un certain nombre d'articles dans les années 90 qui relataient l'opinion publique des Russes, des espèces de micro-trottoirs, des reportages à la télévision russe. Et très rapidement, les relations vont être mauvaises entre l'Ukraine et la Russie. Dites-vous que le premier traité de russo-ukrainien date de 1997, de mai 1997, et que entre l'indépendance donc de décembre 1991 et mai 1997, pas une seule fois, Boris Yeltsin, qui était donc le président russe de l'époque, ne s'est déplacé en Ukraine. Les relations étaient mauvaises dès le départ. Alors, pour un certain nombre de choses. Déjà, pour la Russie, des raisons, on va dire, pratiques, liées notamment à la Crimée, à la base de Simferopol, au partage de la flotte de la mer Noire, et aussi à la part de la dette soviétique qu'il incombait de payer aux uns et aux autres. Donc ces éléments-là, si vous voulez, en fait, les conditions de divorce, parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est, je dirais, malheureusement, la dernière étape d'un divorce qui est douloureux et qui est là maintenant une violence extrême. Mais ce divorce, les comptes, on pensait, avaient été soldés en 1997, mais on a vu que non. Je rappelle aussi, à toute fin utile, que si Vladimir Poutine parle à longueur de temps de cette promesse que l'OTAN lui aurait faite, qui aurait été faite à la Russie, qui en fait a été faite à l'Union soviétique au moment juste avant la réunification allemande, s'il parle de cette promesse orale, dont les avis divergent, on ne sait pas exactement ce qui a été dit, il y a des opinions qui divergent. En tout cas, la Russie, Boris Yeltsin avant, la Russie a signé 2 traités, le mémorandum de Budapest en 1994 avec l'Ukraine qui reconnaissait la souveraineté ukrainienne, ses frontières, en échange de tout l'arsenal nucléaire qui était stationné sur le territoire ukrainien. L'Ukraine était la deuxième en termes d'importance république soviétique, mais aussi celle qui comprenait après la Russie le plus d'armes nucléaires et d'ogives sur son territoire. Il y avait aussi la Biélorussie et le Kazakhstan, mais vraiment à moindre échelle. Et les Ukrainiens avaient rendu ces armes en échange de la reconnaissance par la Russie de ses frontières et de sa souveraineté nationale.
élément qui avait été confirmé en 1997 par ce traité russo-ukrainien. Donc vous voyez bien que s'il y en a un qui a violé tout engagement international, toute règle internationale, c'est la Russie, c'est de Vladimir Poutine. C'est Vladimir Poutine. Et puis, chose aussi qu'on a tendance à oublier en France, un des premiers gestes, une des premières nominations de Vladimir Poutine président, ça a été de nommer Viktor Tchernomyrdin ambassadeur de Russie à Kiev. Viktor Tchernomyrdin, c'était son prédécesseur au poste de Premier ministre. Quand on nomme un ancien Premier ministre, son prédécesseur au poste d'ambassadeur dans un pays, c'est bien que ce pays compte pour vous et qu'il est bien nécessaire de continuer à faire une espèce de lobbying qui de toute manière existait, puisqu'il dit à longueur de discours, il parle à longueur de discours de l'Ukraine comme un État corrompu, un État oligarchique failli. Il ne précise pas que tous ces oligarques, tous ces gens en Ukraine qui ont mis en place ce système oligarchique étaient liés intimement à la Russie, étaient du sérail soviétique, s'expriment même, sont tous russophones. On peut citer quelques noms. Il y avait 3 clans qui sont partagés d'Ukraine dans les années 90. Dont un donné à un ancien président ukrainien, Leonid Kuchma, qui a été président entre 1994 et 2004. Et c'est sous Leonid Kuchma que ce système s'est mis en place, oligarchique, clanique. Et Leonid Kuchma, déjà, a été le premier à l'époque, en 1994, à essayer d'utiliser cette question de la langue, parce qu'il avait des conseillers russes aussi, des scripteurs russes, pour essayer de créer un petit peu une espèce de nostalgie de l'Union soviétique. Et une fois président, il a appris l'ukrainien et puis il a mené une politique entre les deux, c'est-à-dire entre l'Occident et entre la Russie. Et c'est cette politique qui aujourd'hui vaut beaucoup d'amertume à Vladimir Poutine. Évidemment, le moment clé, ça a été la révolution orange en 2003-2004, puisque l'élection a été, on a refait une élection suite aux manifestations civiques, notamment essentiellement à Kiev, puisque l'élection avait été truquée à la mode soviétique. Puisque Leonid Kuchma avait désigné comme dauphin l'homme du clan de Donetsk, qui était, on va dire, l'homme paille, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu l'Ukraine, il ne brillait pas spécialement par son intelligence et sa grande culture, donc Viktor Yanukovych. Et Viktor Yanukovych a perdu l'élection, puisqu'il y a eu des triches, de la fraude, et on a vu au poste donc président de l'Ukraine, le 3e président de l'Ukraine, qui a donc été Viktor Yushchenko, et qui lui avait la confiance des Occidentaux, puisqu'il avait été précédemment directeur de la Banque centrale d'Ukraine. Enfin, il avait monté un petit peu les échelons, et il apparaissait comme quelqu'un de fiable, ce que n'étaient pas ses 2 prédécesseurs, qui venaient vraiment du sérail soviétique. Leonid Kuchma, il prend sa carte au Parti communiste soviétique en 1961, donc il était directeur d'usine au moment de l'indépendance, donc il est issu de ce système-là, ce mode de pensée, parce que je pense que c'est ça qui est important de comprendre, c'est vraiment, on est dans un mode de pensée soviétique, plus que je dirais pro-russe, les deux étant liés. Et les gens aussi ont oublié tous ces conflits, mais je pourrais parler, puisqu'il y a un deuxième aspect économique, mais ces conflits gaziers, les crises russo-ukrainiennes autour du gaz, la Russie, dès le début, dès l'indépendance, a usé du gaz comme une arme, mais beaucoup plus après l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine. Et un autre aspect, ce qui serait pour moi un troisième aspect qu'on oublie souvent, c'est l'aspect religieux. Et je veux dire aujourd'hui, quand on voit les discours de Kirill, le patriarche de toutes les Russies, donc le patriarche de l'Église orthodoxe russe, c'est un discours qui tient depuis extrêmement longtemps et que Alexis II, son prédécesseur, tenait également dans les années 90. Pour vous faire très rapidement le panorama à l'indépendance, en Ukraine, donc à l'indépendance, se pose tout de suite la question de savoir s'il faut créer une église, s'il faut recréer l'église autocéphale ukrainienne. Donc, comme vous l'a dit Violetta, l'église pour les Slaves orientaux et l'église orthodoxe est née à Kiev. Elle est née à Kiev en 988 avec le baptême de la Rousse.
Et c'est la première église du monde slave. C'est une église orthodoxe, évidemment d'influence byzantine, et cette église-là, suite aux invasions mongoles, qui signifie la fin de la Rus de Kiev à la fin du XIIe siècle, cette église va survivre avec un métropolite et va être absorbée complètement par Moscou au XVIIe siècle. C'est au XVIIe siècle que l'église ukrainienne fait partie intègre l'église de Moscou, qui est à ce moment-là l'église la plus puissante du monde orthodoxe, puisque Byzance, Constantinople n'existe plus, a été prise par les Turcs, ottomans en 1453. Et à l'indépendance, il se pose la question de recréer cette église. Et très rapidement, pour l'église orthodoxe russe, c'est une question vitale. Et pas que pour des raisons spirituelles. Parce qu'il faut savoir que l'église ukrainienne, la partie ukrainienne, a porté la plupart des recettes de l'église orthodoxe russe. C'est aussi l'endroit où on comptait le plus de fidèles. Donc, ce n'est pas que pour une histoire spirituelle. C'est aussi parce que l'Ukraine, c'est le joyau de la couronne. Et il faut savoir qu'à l'indépendance, en 1991, l'église autocéphale ukrainienne, qui est en fait une église qui avait été créée celle-ci en 1919, au moment du premier État indépendant ukrainien, avait continué ensuite à survivre en Amérique du Nord, avait eu le droit de rentrer en Ukraine, mais elle représentait vraiment quelques paroisses, un millier de paroisses dans les années 90. Mais l'élément déclencheur vraiment du conflit au sein du monde orthodoxe, ça va être en fait le schisme provoqué par le métropolite de Kiev, c'est-à-dire le représentant du patriarche Alexis, Philaret, qui à Kiev décide donc de créer, fait la réflexion que tout État orthodoxe, un État égale une nation, une Église. Il décide de reprendre cette indépendance vis-à-vis de Moscou et les Ukrainiens du patriarcat de Kiev vont être excommuniés dans les années 90 par Alexis. Et cette histoire-là n'a jamais vraiment été réglée. Alors les Ukrainiens concrètement, moi quand je suis allé la première fois en 2001, vous entriez, alors j'étais arrivé pendant un week-end de Pâques. Alors la famille qui m'avait hébergé, la première famille était gréco-catholique. Il y a encore qui était une quatrième église, une église orientale, de l'État oriental, mais qui reconnaît l'autorité du pape depuis le XVIe siècle. Mais je suis allé, j'ai demandé à aller dans des églises orthodoxes. Et en fait, dans les églises orthodoxes, les fidèles ne se posaient pas la question de savoir quel patriarcat, s'ils étaient patriarcat de Moscou, patriarcat de Kiev, église autocéphale, c'était pas une question qui intéressait les Ukrainiens. Eux, ils allaient à l'église, point. Sauf que dans l'église ukrainienne du patriarcat de Moscou, il y avait des discours, des homélies qui étaient tenus, qui étaient très agressifs, qui niaient l'existence de l'État ukrainien indépendant, de sa souveraineté, et qui étaient clairement, alors pas tout de suite un agent de Moscou, ça l'est devenu vraiment sous Vladimir Poutine, cette espèce d'alliance du trône et de l'autel qu'on pouvait trouver dans le monde byzantin, mais qui en gros jouait sur des homélies, c'était des homélies avec ces grands discours sur l'unité des peuples slaves, donc cette trinité grand russe, petit russe, donc ukrainien, et russe blanc, les biélorusses, et donc ce conflit va être ravivé de manière très, très violente en 2018, pas si longtemps, puisque peut-être vous l'avez entendu à cette époque, Constantinople a reconnu l'autocéphalie de l'Ukraine après des années de demandes des Ukrainiens. Cette autocéphalie a été accordée à l'Église d'Ukraine, ce qui a permis aussi la fusion de ces deux églises, de l'Église autocéphale ukrainienne de l'immigration et de cette Église du patriarcat de Kiev, et qui s'est traduit en fait par un afflux de fidèles et d'officiers du culte dans cette église ukrainienne au détriment de celle de Moscou, qui avait déjà quand même perdu beaucoup de fidèles et beaucoup de possessions avec la sécession du Donbass et l'annexion de la Crimée. Donc comprenez que là, sur ce terrain ukrainien, se joue aussi un conflit au sein du monde orthodoxe. Donc
qui est très ancien. Et dernier élément, qui me semble être aujourd'hui le plus important, quand on lit les discours de Vladimir Poutine, c'est ce conflit mémoriel sur l'histoire. Violetta vous a parlé de la Russe de Kiev. Pendant très longtemps en France, on a parlé de la Russie kievienne. Si vous prenez les premières éditions du Que sais-je d'Olivier de la Russie, qui est un diplomate, il me semble, oui, ou Sciences Po, je sais qu'il a fait Sciences Po, mais c'était lui l'auteur du premier Que sais-je sur l'Ukraine. Il parlait bien de Russie kievienne. Aujourd'hui, l'historiographie a fait quelques progrès. Violetta vous a très bien expliqué, en fait, Moscou n'existe pas. Hein. Quand la Russe est fondée, ce premier État pour les Slaves orientaux, et on peut bien parler de la Russe de Kiev comme étant le premier État de tous les peuples slaves orientaux, c'est-à-dire de l'Est. Donc aujourd'hui, on dirait donc russe, ukrainien, biélorusse, et pas spécifiquement russe. Il y a une captation d'héritage. Et elle nous l'a expliqué très bien, c'était une volonté impériale de raccrocher le plus possible à l'Europe, la Russie, la Moscovie, ce qui s'appelait à l'époque le duché de Moscovie. Et j'insiste aussi là-dessus parce qu'il y a un jeu sémantique sur ces mots. Même Vladimir Poutine en use à longueur de discours. Il use sur ces mots. Russophone devient russe, ethnique, c'est-à-dire qu'en gros, et c'est repris en France. Je suis quand même très tenté de donner certains noms, mais j'ai pas trop envie de leur faire la pub. Après, on est en période électorale, mais vous les entendez. Hein. La Russie qui est les russophones, vous vous rendez compte, Kiev voulait ukrainiser les russophones. Alors oui, les Ukrainiens russophones, ça a été un enjeu dès l'indépendance. Mais un enjeu pour pouvoir, peut-être, pour certains mouvements, on va dire les intellectuels, de réukrainiser, c'est-à-dire de s'intéresser de nouveau à sa culture, de réapprendre la langue. Les Ukrainiens sont tous bilingues. Alors après, ils utilisent l'une ou l'autre selon les situations, ce que j'avais pu constater en 2001, mais l'évolution était marquante en 2014, et c'était vraiment pas beaucoup de choses. Mais en 2001, moi j'entendais le russe, essentiellement. Et on m'avait déjà tenu ce discours, j'avais dit oui, j'aimerais bien apprendre en autodidacte la langue ukrainienne. On m'a dit mais pourquoi apprendre l'ukrainien? T'apprends le russe, tu pourras aller dans l'ex-URSS, tu pourras aller partout, c'est une langue internationale, c'est la langue de Pushkin, de Dostoïevski. Et j'avais dit, mais moi, la langue ukrainienne, je la trouve jolie, elle sonne bien à mon oreille. Mais si vous voulez, j'avais eu cette réaction-là, qui était un petit peu, qui pouvait aller de la condescendance, voire jusqu'au mépris, pour la langue des grands-mères, la langue, en fait, une espèce de langue folklorique. Et il a fallu, pour l'identité ukrainienne aussi, se réapproprier cette langue. Et c'est quelque chose qui se fait sur des années. Et cette jeune fille, aujourd'hui, quand on correspond, alors elle a pu sortir d'Ukraine, elle me répond Slava Ukraini. Aujourd'hui, elle s'exprime en ukrainien. Parce que je pense que déjà Vladimir Poutine a perdu beaucoup de gens. Et il a perdu l'Ukraine. Il l'avait déjà perdu une première fois en 2014 et il a achevé de convaincre de la manière la plus violente possible les derniers sceptiques.